Si on se reporte dans les débuts des années 2000, j'ai travaillé sur un projet dans Silicon Valley au siège social de Cisco. Pas dit ça, toi? Non, ben, des fois, j'en parle. Ben, fait un bout de temps, je n'avais pas parlé de ça, mais bon, ça m'a remémoré des souvenirs. Puis je me suis dit, je pense qu'on va parler de ça. C'est en plein dans le mille, dans le sujet qu'on parle aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé dans un des bâtiments là, à côté du siège social sur le campus de Cisco. J'ai travaillé là à peu près 3 ou 4 mois, là, début 2000. Puis c'était un projet de recherche qui était par une grosse compagnie de consultants pour laquelle je travaillais. Et le but de travailler là, c'était d'être capable d'intégrer des systèmes, dont évidemment l'infrastructure de réseautique de Cisco, pour offrir ça à des clients. Donc, début des années 2000, si on se remet un peu en contexte, là, on est comme juste avant l'éclatement de la bulle, de la bulle informatique. On est dans la multiplication des compagnies de cellulaires aux États-Unis puis en Europe. On est aussi dans la multiplication... Hyper effervescent. Oui, c'est hyper... Oui, tu sais, l'Internet était en plein développement au niveau des compagnies de câbles, surtout aux États-Unis. Là, il y avait des multitudes de compagnies qui voyaient le jour dans des petites régions. Il y avait des acquisitions des plus grosses compagnies. Donc il y avait beaucoup d'argent à faire à aider ces compagnies-là à se structurer. Puis c'était un petit peu le but du projet dans lequel je travaillais. Et ce qu'on faisait sur ce projet-là, essentiellement, laissez-moi juste aller à ma slide suivante, c'est que je travaillais sur un projet où on travaillait avec les concepts d'OSS-BSS. Donc, en gros, l'OSS, c'est l'Operating Support System. BSS, c'est le Business Support System. Donc, en gros, c'est d'être capable d'aider des entreprises dans le domaine des communications à avoir des systèmes pour améliorer leur workflow. Parce qu'ils ont de multiples applications puis de systèmes qui sont en place à partir du moment où ils prennent la commande du client. Ils doivent créer le client, ils doivent facturer le client, ils doivent préparer finalement le service qui sera livré, là, c'est-à-dire c'est un service Internet, c'est un service cellulaire, c'est un service de télécommunication haute. Donc, il y a des workflows impliquant plusieurs départements. Il y a plusieurs composants. Bon, il y a du hardware. Des fois, il y a des modems. Des fois, il y a des appareils physiques à installer. D'autres fois, c'est plus des packages, des services, des capacités de traitement liées aux services que l'on vend. Et ça implique aussi plusieurs fonctions dans l'entreprise. Donc, dans le cas des systèmes, de ces systèmes-là, souvent, ils étaient en silo avant les années 2000. C'était vraiment des systèmes indépendants les uns des autres. Dans certains cas, c'était carrément du sur-mesure qui avait été développé pour leurs besoins particuliers. Et de faire évoluer ces systèmes-là, c'était quand même tout un défi, là, parce que dans certains cas, on le sait, là, éventuellement, les langages de développement étaient désuets. Ça ne communiquait pas super bien entre eux autres. Ben non, c'est ça. Puis on le voit un peu dans le diagramme. Tu as le client en haut, mais après ça, il y a toute une chaîne. Là, il y a les produits, il y a les services, il y a les contrats qui déterminent le prix, qui déterminent peut-être l'utilisation ou les exceptions à mettre en place, parce que les exceptions, ça peut devenir une montagne pour une entreprise à gérer en fonction. Solide, je sais de quoi. Oui. Bon, il y a tout le côté facturation qu'il faut qu'ils suivent en fonction de ça. Puis une fois que on a tout mis ça en place, il faut commander, dans certains cas, des équipements ou des services ou des installations. Il y a toute la partie provisioning, donc tout l'approvisionnement, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit physique, pour qu'après ça, on puisse mettre en place le service. Donc, l'OSS-BSS, c'est un peu la fusion entre la partie plus opérationnelle et avec les systèmes d'affaires qui vont aider soit aux clients d'accéder à leur information, aux services à clientèle à supporter les clients,
aux techniciens sur la route à être capable de répondre à une demande, à un appel, puis être capable de travailler avec son matériel, avec les différents départements pour résoudre la problématique ou pour mettre en place la solution qui a été promise ou signée là, par le client. Donc, c'était un peu ça le contexte dans le début des années 2000. C'était des concepts qui étaient quand même assez récents parce que, justement, on essayait de décloisonner les applications entre elles. Donc, par la suite, on est arrivé vers une approche plus de gestion d'événements. Donc, dans mon cas, quand on travaillait avec des solutions, ce qu'on essayait de faire, c'est d'avoir un logiciel de CRM, de Customer Relationship Management, qui te permettait de capturer toutes les interventions avec les clients, d'être capable d'envoyer la commande à un système qui était pour préparer, par exemple, l'ouverture des ports ou la capacité de traitement, d'identifier la capacité de traitement à préparer pour le client en fonction de sa localisation. Et ça implique différentes couches de systèmes qui vont finalement être en mode événement. Donc, le but de ces systèmes-là, c'est d'avoir une couche de data flow, donc de contrôle du flot de données ou des requêtes pour être capable de rendre les systèmes les plus indépendants les uns des autres, mais qu'ils se parlent. Comme ça, si on a à faire des changements, on est capable de changer un système en particulier dans un... Ça devient ton point central. Parce que moi, j'ai travaillé avec BMC Software, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Oui, oui. mais qui était un peu la même chose, la gestion de billets, d'étiquettes, de provisionnement, Oui, oui, oui. de Qui tout ça. est Fait que un ça des devient un peu composants. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, toute la partie des tickets, de l'ouverture des tickets pour être capable de les déléguer, de faire des suivis, d'avoir des résultats de rendement, parce qu'au bout de la ligne, on ne veut pas juste réaliser le travail, on veut être capable d'évaluer la performance, on veut être capable aussi d'améliorer le processus, les bases de connaissances. Tout ça est interrelié pour aider des techniciens, aider des gens à opérer ce genre d'entreprise-là de télécommunications, où ce que l'on vend, c'est souvent, c'est pas tout le temps tangible. Là. Il y a une partie tangible, il y a un modem, il y a une drop de câble, mais dans d'autres cas, c'est carrément, bon, c'est-tu 400 mégabits ou c'est 600 mégabits? Ben c'est en partie intangible. Tu sais, c'est un paramètre en quelque part qui fait qu'on rouvre le tuyau un peu plus ou un peu moins, selon les cas. Là. Donc, l'idée, c'est d'avoir de moins en moins d'interventions manuelles, d'essayer d'automatiser le plus possible, puis d'y aller via le déclenchement d'événements. Donc, qu'un événement soit déclenché, qui permette à d'autres systèmes de prendre ces événements-là et d'en arriver à faire ce qu'ils ont à faire pour, après ça, passer la POC en bon québécois au prochain système pour être capable de déclencher un autre processus si c'était nécessaire. Et de permettre surtout à l'architecture d'évoluer. Donc, dans ce cas-ci, on a la partie, on voit en haut BSS, OSS, où on peut vraiment gérer l'expérience client, puis les requêtes des clients, mais d'un autre côté, on est capable d'aller vers l'infrastructure, vers les bases de données, vers l'information pour pouvoir permettre aux équipes de travailler avec les bons outils. Puis en bas, bien, on a la partie plus réseautique, hardware, plus bas niveau, où là, bien, on a des techniciens, on a des gens qui travaillent là, mais qui sont aussi intimement liés au fait que ça peut impacter le niveau de service ou la qualité du service qui est offert aux clients. Donc, durant ces années-là, on était un peu précurseur d'intégrer différentes solutions de facturation, de CRM, intégrées à des switches, intégrées à des systèmes de Cisco pour être capable de déclencher les bonnes configurations en fonction de ce que le client achetait et après ça, déclencher la facturation automatiquement en fonction des besoins. Donc, c'était un peu ça le projet. Moi, j'étais en charge plus de la partie CRM à ce moment-là, mais on travaillait étroitement avec les spécialistes de chacun des domaines pour être capable d'amener la solution à fonctionner de bout en bout. Et l'idée, c'est d'arriver avec du turnkey, c'est de dire au client, regardez, là, on a déjà assemblé un ensemble de logiciels basés sur des bonnes pratiques, des workflows standardisés. Puis, bon, après ça, s'il y a un avantage à implanter ça pour une nouvelle compagnie, c'est de dire au moins on a une base, on peut après ça raffiner, mais au moins on a peut-être un bon 80 % du travail qui est déjà réalisé. Ouais, puis il y a tout
il y a toute une industrie qui s'est formée à partir de ce moment-là de spécialistes de ça, justement, qui font que ça. Là. Ils arrivent d'une entreprise, ils installent leur système, tac, tac, ils configurent tout ça, puis tu es rendu avec C'est le ça. système interne. Avec les années, c'est sûr que tu as des logiciels qui ont probablement englobé plus de composants. C'était tout le temps, est-ce qu'on va avec l'approche best of breed, c'est-à-dire on prend les meilleurs morceaux, les meilleurs logiciels dans chacun des fonctions, dans chacune des fonctions, puis on s'assure qu'ils marchent ensemble, ou est-ce qu'on va vers des solutions un peu plus à la ERP, donc plus intégrées, qui ont ces modules-là, qui peuvent avoir des désavantages aussi parce qu'elles sont tous intégrées, mais dans Ils un sont moins contexte. personnalisables ou moins Ouais, c'est ça. personnalisés, mais plus monsieur, madame, tout le monde. Puis là, je dis plus monsieur, madame, tout le monde en termes d'entreprise, on s'entend. Oui, c'est ça. Donc, dépendant des approches, ben, tu as des compagnies qui vont être plus ouvertes à aller vers du best of breed plutôt que de dire, ben, OK, on va y aller avec une approche peut-être plus grosse, avec un logiciel un peu plus lourd, mais bon, en contrepartie, peut-être que ça peut nous amener plus loin. Un bon exemple qui est relié à ça sans être dans le domaine des télécommunications, c'est Hydro-Québec. Là. Quand Hydro-Québec a fait ces gros changements de système durant les années, début des années 2000, c'était un projet au départ, 250 millions, mais finalement, je pense que ça a coûté plus de 350 millions. Finalement, ils ont choisi SAP comme logiciel pour gérer toute cette partie-là, mais ça a été un projet monstrueux. Là. C'était Ah, énorme. c'est fou, là. Ah, c'était complètement fou. Là. Ça sera Le peut-être un. SAP est à peu près partout, pour ceux qui ne savent pas. Là, Oui, mais c'est ça. SAP, ça a une belle pénétration à peu près partout dans les grandes entreprises du Québec. Oui, puis ils ont des versions par type d'entreprise, là, que ce soit financier, Ouais. énergie, télécommunications. Donc, ils adaptent quand même un certain nombre de leurs processus. Parce qu'au bout du compte, les concepts restent les mêmes. C'est sûr que Ouais. les données qu'on échange ne sont pas tout le temps les mêmes. Les workflows ne sont pas nécessairement les mêmes, mais les concepts, un bon travail reste un bon travail, un client reste un client. Oui, tu as des Une choses particulières. escalade, un billet, un provisionnement, peu C'est importe comment ça. tu le vois, ça reste. Le principe est le même. Là. C'est ça. Donc, d'un point de vue conceptuel, c'est pour ça que ces solutions-là sont plus malléables là, que d'y aller avec du développement sur mesure. Dans le cas du best of breed aussi, c'est l'avantage du best of breed, c'est que tu peux, dans certains cas, aller de façon plus pointue dans certains besoins parce que la solution est plus spécialisée à ce niveau-là. Là. Donc, c'était un peu le projet que j'ai fait dans le début des années 2000 chez Cisco. C'était un projet très, très, très intéressant. Ce qui m'amène à parler présentement du plus gros projet Hey, au Québec de déploiement de fibres optiques. Donc, c'est la folie. Moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un terrain dans le coin de Saint-Michel-des-Saints et je vois les entreprises, les compagnies, les travailleurs travailler depuis des mois sur le projet. C'est gros. c'est très gros. Pour vous donner une idée, là, juste pour vous mettre en contexte, ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe au Québec là, depuis les dernières années, le gouvernement avait promis de connecter les régions, les secteurs ruraux au Québec pour aller chercher un maximum de personnes qui pouvaient se connecter à Internet à un tarif raisonnable. C'était ça un peu l'objectif, avec une vitesse aussi raisonnable. Ah, on parle de quelque chose d'au-dessus de 15 mégabits seconde. Là. On parle En de. plein ça. Là, je pense que le minimum, c'était genre un 30 mégabits qui était comme Ouais, ben non, la c'est même norme. plus que ça. La norme, c'est 60. Là. Ah, Pour 60, être OK. une famille, c'est un 60. Donc, dans ce contexte-là, il y a des compagnies privées, que ce soit Bell, que ce soit Vidéotron, que ce soit Cogeco, qui ont investi pour élargir, étendre leur réseau dans certaines régions. Sauf que ces entreprises-là, le prérequis, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine rentabilité. T'sais. Ils n'ont pas d'obligation à dire je déploie à cet endroit-là si je n'ai pas assez de clients potentiels ou de Potentiel, exact. revenus à générer de cet endroit-là. Puis bon, ben, ça se comprend. Je veux dire, ils n'ont pas le mandat, eux, de déployer de façon massive une solution à tout le Québec. Là. Eux ont Mhm. des contraintes avec leurs actionnaires, avec le conseil d'administration, avec un rendement sur le capital investi. Donc, est venu le projet de connexion Matawini. De façon générale, la région de la Matawini, donc qui se situe entre Saint-Donat,
plus à l'ouest, Saint-Michel-des-Saints plus à l'est. On verra la carte tantôt, là. Et on descend jusqu'au nord de Joliette. Donc, Ouais. c'est une région. Notre-Dame-des-Prairies dans ce coin-là. C'est ça. Donc, c'est une région qui est très mal desservie. Il y a quelques compagnies qui offrent de l'Internet par câble, surtout, par câble coaxial. Il y a des Ri Télécom dans ce coin-là. Il y a un peu de Bell, il y a un peu de Cogeco aussi, je pense. C'est Cogeco qui a acheté certains, en Ouais, tout cas. je pense dans le coin de Saint-Brandon, ouais, dans Oui, ce mais coin-là. Saint-Donat Saint-Gabriel aussi, de il y a du Brandon. Cogeco, je pense. Je pense que c'est du Cogeco. Ah, puis il y a Donc, surtout aussi du satellitaire, là. C'est à peu près ce qui se fait de mieux, ou à peu ouais, près, ben, là. c'est du ExploreNet ou Ouais, carrément de la clé LTE si on veut, ouais. si on a accès à une antenne, parce que c'est une région qui est quand même très boisée, très montagneuse, très rurale. Les éléments sont quand même assez forts. On est dans la fameuse ceinture de neige qui va de Tremblant puis qui descend le Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, là, qui est vraiment importante. Il neige pratiquement à tous les jours durant l'hiver dans ces coins-là, là. Il y a tout le temps un petit peu de neige à cause de l'humidité puis de l'altitude aussi, là, parce qu'on est quand même. On est en zone 4 pour ceux qui ne le savent pas. C'est ça. Donc, moi, je suis du côté de Saint-Donat, là. J'ai un chalet plus du côté de Saint-Donat. Donc, il y a plus de 40 000 foyers à brancher dans cette Wow. zone-là. On parle de 2500 km et plus là, de fibres à déployer. C'est l'équivalent de Rawdon à Chicago en termes de distance. Ce n'est pas négligeable. C'est un investissement qui nécessite là, environ 60 millions de dollars d'infrastructure pour être capable de câbler cette région-là. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire. Les villes se sont mis ensemble et elles se sont dit OK, on va financer le projet. On sait que le gouvernement veut aller vers ce genre de projet-là. On va prendre les devants, on va déjà le financer à même nos Fonds capacités de municipaux, payer. C'est exact. ça. Bon, c'est sûr qu'ils ont emprunté, mais le but, c'est qu'ils ont eu l'autorisation d'emprunter pour être capable de démarrer le projet. Ils se sont dit, OK, on va le faire en 3 phases. Première phase, plus au sud. Euh, on parle des régions là, au nord de Joliette. Et par la suite, Vu qu'il a commencé il y a à peu près 2 ans pour sa oui, c'est ça. première Ça a phase. commencé le fin 2019 là, en termes de déploiement. Puis ils se sont dit, ben, avec cet investissement-là, nous, ce qu'on va faire, c'est que le réseau va nous appartenir. Donc, on va créer une OBNL, un organisme à but non lucratif, qui va gérer l'infrastructure. Donc, eux, leur rôle, c'est de dire, on gère le réseau de base, on ne gère pas l'interconnexion chez les clients, chez les maisons, chez les entreprises. On On ne gère fournisse le. pas le service. Non, c'est Exact. en plein ça. Ils ont un réseau, ils le gèrent, et le réseau est en fibre optique, donc on va permettre jusqu'à 3 fournisseurs à venir sur notre Faire- réseau pour offrir le Oh, service. c'est OK? nice, ça. Donc, ils ont la capacité d'en héberger 3. Donc, ce qu'ils ont fait, donc, ils ont commencé par déployer et en parallèle, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un appel d'offres et il y a une compagnie qui a répondu aux attentes et qui a fait une offre d'être le fournisseur sur le réseau. Et cette compagnie-là est Cooptel, qui est une coop dans le coin de Valcourt, qui offre déjà du service Internet en milieu rural. Donc, ils sont déjà habitués à gérer ce genre d'infrastructure-là, ce genre de clientèle-là. Et là, vous avez des photos vraiment de ce qui se passait là, dans la région plus du côté de Saint-Michel-des-Saints, du côté de tout ce qui est au sud de ça, là, parce que c'était vraiment là où se passait plus la phase 1 et la phase 1.5, là, si je peux dire. Et ils ont mis dans certains endroits carrément l'équipement qui recevait le signal principal pour après ça être capable de le redistribuer dans la structure du réseau qui était prévue, qui était architecturée. Là. Donc, c'est pas fait sur le coin d'une table. Il y a vraiment une architecture de réseau Ouais, qui a été avec prévue. des interconnexions, ce qu'on appelle du FTTH, le Fiber to Home, C'est qui ça. nécessite d'autres types de branchements, des amplis et tout ça, là. Donc, souvent, près des hôtels de ville ou dans des points stratégiques, l'équipement est mis en place, est branché, alimenté en électricité, évidemment, de façon à offrir un service sur le réseau 24/7. Là. C'est un vrai réseau de la fiabilité de ce que les grands télécommunicateurs offrent normalement. Et
on peut voir, j'ai oublié les autres photos, mais on peut voir en haut à droite un appareil pour fusionner la fibre. Ouais. Donc, qui est un des défis. Ce n'est pas juste de la déployer, il faut être capable de la fusionner. Donc, que les segments se raccordent, que le débit soit testé et fonctionnel, de façon à dire, OK, c'est beau, on peut allumer un lien en particulier parce que toutes les fibres ont été Il est fusionnées entre rendu elles. disponible, c'est fonctionnel. Exactement. Donc, il y a une carte interactive qui existe si jamais il y en a qui sont intéressés. C'est Connexion Matawini. Si vous tapez ça, vous allez le trouver. Là. Je pense que c'est .org ou .com. Vous pouvez voir les régions. Là, ça, c'est la carte en date de ce matin. Là. Donc, elle est à jour. On voit, bon, au sud, là, près de Joliette, on voit probablement les deux liens qui ont démarré parce qu'il doit y avoir au moins deux liens principaux là, qui viennent du Il y a sud. toujours une redondance pour tout ce qui est télécom, généralement, on part deux lignes. C'est ça. Fait qu'on peut voir là, au nord de Joliette, probablement que c'était le lien 1. Un peu plus à l'ouest, Joliette en bas en vert, c'est le lien numéro 2. Et après ça, ben, ça monte vers Saint-Michel-des-Saints à votre droite. Là, et ça va vers Saint-Donat à votre gauche, en passant par Chersey, en passant par Rawdon. Et chacun des régions ou des sous-régions sont identifiés avec des bons de travail et on peut voir par les codes de couleur où ils en sont rendus. Disons que dans les jaunes, les oranges, ça commence. Dès qu'on tombe plus en rouge, ben là où on est plus avancé dans le travail. Puis quand on tombe plus dans les gris, c'est parce que là, puis les gris, les bleus, magenta, là, on est rendu pratiquement à la fin avant d'arriver vers le vert. Là. Donc, quand c'est testé. Donc, c'est l'architecture ou la région qui est couverte. Ils ont eu quand même des défis dans la mesure où c'est arrivé pendant la pandémie. Donc, ils devaient dealer avec plusieurs choses. La première, c'est que l'infrastructure des poteaux qui est utilisée, c'est celle d'Hydro-Québec et de Bell, Il principalement. faut avoir des contrats, location, tout ça. Bien, il faut qu'il y ait des contrats d'utilisation de ces poteaux-là. Dans certains cas, les poteaux sont trop vieux. Il faut les remplacer parce que là, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas passer la fibre dessus. Dans d'autres cas, il y a des enjeux d'utiliser ces poteaux-là, donc ils sont obligés de décider après ça, OK, on va enfouir à la place, on va aller vers cette approche-là. Et ça amène d'autres défis d'enfouir des câbles aux bons endroits, avec les bons permis, là, évidemment. Tout ça pour dire que c'est pas un projet qui est simple. Non, non, non. Ils n'ont pas nécessairement... Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on s'en va du côté de Saint-Michel, la seule route par laquelle on peut faire ce genre de projet-là, c'est la 131 qui monte tout le long. Et d'un côté de la 131, on a la Rivière-Noire, puis de l'autre côté, on a une falaise qui nous suit à peu près tout le long, ou à peu près, là, à presque à 80%, ce qui fait que les possibilités d'enfouissement sont à peu près nulles, à part à certains tronçons. Puis, ben, c'est chérant parce que là, on doit creuser directement dans le roc parce que la route est assise sur le roc direct. Oui. Il y a très peu de sable. Où on est dans la rivière, là, c'est un peu pour des raisons environnementales, on ne peut plus passer un câble là, donc ça n'a pas dû être simple. Non, non. Puis, je vous dirais que... laissez-moi juste faire une... Bon. C'est ça les défis qu'ils rencontrent. Il y a beaucoup de défis reliés aux éléments. Au terrain, à la géographie, mais aussi pénurie de matériel. Il y a du matériel, malgré qu'ils avaient passé les commandes un peu avant la pandémie. Ils se sont fait prendre aussi parce que, bon, il y a d'autres régions au Québec qui voulaient aussi aller de l'avant. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui veulent s'approvisionner. Donc, malgré qu'il y avait des contrats en place pour avoir des équipements, l'enjeu n'était pas nécessairement l'argent, le cash flow, c'était d'avoir les équipements au bon moment. D'avoir les ressources humaines au bon moment. Il y a deux compagnies qui travaillent au déploiement de la fibre.
une qui est plus au sud vers Joliette, puis qui allait vers Saint-Michel-des-Saints, puis une qui était plus de l'autre côté, vers Saint-Donat, qui était plus habituée dans des projets ruraux avec beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres et compagnie. Certaines villes ont été très proactives. Là, je prends l'exemple de Saint-Donat où je l'ai vu, là, un an et demi à l'avance, beaucoup Il va d'émondages. dégager. Ouais, Ouais. l'émondage avait été fait. Rawdon aussi a fait ça. Donc, tu sais, ils ont pris de l'avance pour être sûr que quand les gens arrivent avec les équipements, ça déroule plus facilement, il y a moins d'enjeux. Mais malgré ça, on peut voir les petites taches rouges là, dans la section verte, là, un peu au sud de Saint-Michel-des-Saints. Ça, probablement, c'est des problèmes suite à une tempête ou à des problèmes d'arbres qui ont tombé, qui ont brisé les câbles. Donc, même si c'est neuf, même si ça a été déployé, même si ça a été émondé, il en demeure pas moins que c'est une Les dommages végétation qui est très continuent dense. d'arriver. Exact. C'est très dense, donc c'est pas facile. C'est pas comme en ville où il n'y en a pas d'arbres, tu sais, ou très peu. Fait que c'est facile de gérer un déploiement et d'être capable de le maintenir. Là. Dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il y aura des bris plus fréquents qu'on le pense. Là. Donc, c'est un peu le défi qu'ils avaient en termes de déploiement. En gros, comment ils ont structuré la patente, là, si j'appelle ça comme ça, c'est qu'ils se disent d'un côté, Cooptel est notre fournisseur, lui, il va brancher les gens. Donc, c'est lui qui va partir de la fibre qui est dans le poteau, l'amener avec une drop directement dans la résidence ou dans l'appartement de la personne qui désire s'abonner. En contrepartie, c'est une coop, donc il y aura une ristourne. Donc, à toutes les années, selon les profits qui seront faits, une partie des profits est versée aux membres. Hein, aux Ouais. membres. Et ces membres-là, probablement, proportionnellement au type de forfait qu'ils ont, auront droit à une ristourne qui variera d'une année à l'autre. Mais ce qui veut dire que le prix qu'on paye n'est pas nécessairement le prix affiché. Il faut autant tenir compte qu'il y aura peut-être une ristourne qui va descendre ce prix-là à la fin de l'année. De l'autre côté, cette compagnie de télécommunications-là paye un prix sur le réseur pour pouvoir offrir son service. Donc, s'il n'y arrive pas là, puis c'est gratuit. Donc, les villes ont des redevances liées au fait que le trafic est utilisé. Et la redevance est aussi fonction du nombre de clients. Parce que plus tu as de clients, plus tu vas avoir de redevances. Et compte tenu que ce sont les villes qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont mis l'argent. Ce qu'ils disent, c'est nous, on n'a pas le choix d'ajuster le compte de taxes pour payer l'emprunt, pour payer l'infrastructure, mais plus il y a de clients, moins vous serez impacté parce que ça va payer votre partie de taxes. Là. Donc, l'idée, c'est qu'ils misent sur le fait qu'il y aura quand même beaucoup de clients à terme et que l'infrastructure se paiera à même les redevances et aussi l'entretien parce que c'est Connexion Matawini, c'est l'OBNL qui est en charge de maintenir l'infrastructure en place, même si elle sous-traite à une compagnie pour la partie avec les équipements, les camions, tout ça, ça reste que c'est eux qui sont mandataires ou en charge du réseau. Là. Donc, c'est un peu ça le projet qui est en cours. Probablement qu'on en a encore d'ici la fin de l'année 2003 pour terminer le déploiement, tout dépendant à quelle vitesse ils pourront avancer. Au niveau des équipements, pour vous donner une idée, puis là, je vais vous amener sur un sujet comme connexe à ça. Tu sais, qu'on arrive comme client puis qu'on nous dit, bon, ben quel service tu veux? Ben dans le cas de l'appareil qu'on voit à gauche, c'est un appareil qui offre autant de la téléphonie que de l'Internet comme tel avec des prises Ethernet, du Wi-Fi. On peut voir en bas le petit rond là, qui nous permet de recevoir la connexion filaire de la fibre optique. Donc, c'est là qu'on va pouvoir brancher directement notre connexion au réseau de fibre optique. Mais dans certains cas, ces appareils-là, bon, évidemment, souvent, ils sont loués. Ils sont gérés. Si on vient de notre infrastructure OSS, BSS, là,
sont gérés par des systèmes. Là. Ça devient des appareils sur un réseau que tu gères à distance, que tu envoies des mises à jour de firmware, que tu vas peut-être configurer spécialement selon les besoins du client ou l'entente de service qui a été déterminée. Donc, ce sont des appareils qui doivent être gérés dans le workflow, là, dans les étapes de dire je vais avoir un modem à la fin au moment où le service va être rendu. Dans mon cas, moi, j'ai déjà prévu en bas à droite là, l'emplacement dans mon sous-sol où arrivera le modem. Mais moi, j'ai comme pris un peu d'avance. J'ai contacté le Cooptel. Je leur ai dit, regardez, moi, je ne veux pas avoir un modem avec plein de fonctions, du Wi-Fi. J'en ai pas besoin. J'ai déjà mon infrastructure. Le modem, puis la titre, c'est ça. Puis voyez-vous, souvent, c'est pas marqué, là, mais vous pouvez appeler. Puis on l'a trouvé, ils ont un modèle de modem qui est comme en haut à droite, qui est le minimum. Là. La fibre rentre, il y a un câble qui sort, puis le routeur va gérer le réseau avec la switch, avec les bornes Wi-Fi. Puis je vais juste m'assurer de te donner une connexion. Donc, pas besoin d'avoir d'appareil intermédiaire ou un appareil à plus grande valeur de fonctionnalité. Dans mon cas, j'en ai pas besoin. En fait, même, ça peut devenir, dans certains cas, une problématique sur certains réseaux. Je prends l'exemple juste de mon réseau à mon bureau présentement ici. J'avais à un moment donné une adresse IP fixe. Le fournisseur, pour ne pas le nommer, Vidéotron, a besoin d'un petit appareil Link 6 pour gérer l'adresse IP statique. C'est cet appareil-là qui permet, avec la centrale, de dire j'ai cette adresse-là fixe sur le réseau. Et à un certain moment donné, j'avais des problèmes. Je me suis aperçu qu'en remplaçant cette petite boîte-là, ça réglait mes problèmes. Donc, au-delà du fait que l'adresse IP statique fonctionnait, ces appareils-là, dans mon cas, interféraient sur certaines des fonctions aussi niaiseuses que d'accéder à un site web ou d'avoir des courriels. Donc, l'appareil, puis je ne sais pas c'est quoi la raison, mais on l'a changé et ça a réglé les problèmes. Donc, techniquement, ce n'était pas à l'autre bout dans le cloud qui était l'enjeu, c'était vraiment le filtrage qui se faisait à la base. Donc, on a dans ce cas-ci une architecture qui oblige d'avoir un middleware, là, un appareil entre le modem et le routeur pour une fonction donnée. Mais dans ce cas-ci, dans mon cas, bon, à un moment donné, j'ai dit, regarde, on n'en a plus besoin, on va l'enlever, puis j'aurai plus d'adresse statique. Je veux juste avoir un modem de base. L'adresse est gérée par le modem, normalement. C'est ça, c'est ça. Mais ça, quand tu rentres la redondance, des fois, ils ont besoin d'un autre appareil pour gérer la redondance. Cet appareil-là va être géré par la centrale. Il y aura des firmware. Voyez-vous, vois-tu, ils sont venus il y a à peu près un mois faire un changement, puis je me suis aperçu après une semaine que ça avait encore des problèmes de courriel. Je l'ai débranché, j'ai plus de problème de courriel. Juste le modem, ça règle le problème. Puis ça, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut trouver ça. Nous, on se dit, bon, mais j'ai le bon équipement, ça devrait marcher, mais on peut s'apercevoir des fois que plus on multiplie les équipements entre les différentes bouts, plus à un moment donné, il y a un risque que quelque chose flanche ou quelque chose ne fonctionne pas exactement comme on s'attendait. Puis c'est pas tangible comme une goutte d'eau qui coule d'un tuyau où tu te dis, c'est là le problème, il faut que je le patche. Dans ce cas-ci, il faut essayer de trouver puis de l'isoler puis de dire, ah, il est là la problématique. Donc, la morale de cette histoire, c'est vérifier auprès des fournisseurs d'Internet, vos fournisseurs. Des fois, selon vos besoins spécifiques, ils ont des équipements spécifiques, ils ont des forfaits qui peuvent s'adapter à votre contexte. C'est pas parce que c'est pas affiché que c'est pas que ça disponible. n'existe pas, exact. Mais non, c'est ça. Fait qu'il faut y aller aussi avec le gros bon sens, avec nos besoins, d'être capable de dire j'ai-tu vraiment besoin de ça ou si oui, bien de quoi j'ai besoin pour que le forfait soit le plus adapté à mes besoins. Par exemple, dans le cas de Cooptel, je me disais je vais aller me chercher un forfait plus de 500 gigs plutôt que 250. Puis là, on me dit, bien, c'est pas disponible. OK, mais le 1 gig, le 1 gig il est disponible. Pourquoi le 500 MB, il ne serait pas entre les deux? Ah, ben on a juste 250 puis 1. OK, mais c'est parce que tu ne l'as pas configuré dans ton système. Hein? Oui, non, c'est ça. Ça se fait, là.
Ça se fait, là. OK, je comprends que vous n'avez pas fait la configuration à l'autre bout, mais si je suis prêt à payer le prix de mitoyer entre le 250 et le 1, peut-être que ça vaut la peine qu'on le fasse. Là. C'est peut-être juste une config à l'autre bout. Là, VA2 dit en effet, pour administrer un réseau maillé radio-amateur de plus de 400 équipements, moins il y a d'équipements de features qui servent à rien, plus c'est simple à faire fonctionner, plus c'est stable généralement. Exactement. Donc, sachez ça, exact. Puis tu sais, je ne peux pas reprocher aux compagnies de télécommunications de mettre en place comme la boîte à gauche là, avec la téléphonie, avec du Wi-Fi, parce que pour peut-être 80 des gens, c'est ça qu'ils ont besoin. Tu fais bien d'en parler parce que, comme tu dis, il y a le besoin de monsieur, madame, tout le monde versus le power user qui n'a pas le même besoin. Puis parfois, ben, l'entreprise va faire un choix qui va viser l'idée d'avoir un seul appareil qui fait l'affaire à plus de monde possible versus à avoir quelque chose qui est très, très niché ou très, très plus compliqué pour certains, qui est plus efficace dans ce que toi tu veux faire, mais qui a moins d'options, moins de possibilités. Exactement. Puis je lisais des commentaires dans le cas de Connexion Matawini où certaines personnes disaient ouais, mais on aimerait ça avoir tel service Internet de telle compagnie en Ontario qui est vraiment flexible, qui est plus adapté à nos besoins. Mais bottom line, s'ils ne répondent pas à l'appel d'offres, puis s'ils ne veulent pas aller sur le réseau, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? T'sais? À un moment donné, il faut que les entreprises décident d'investir dans un marché pour une clientèle donnée. Quand même qu'on chiale que cette compagnie-là n'est pas là, mais elle devrait être là. Ouais, mais s'ils ne sont pas là, c'est peut-être que ça ne fait pas de sens économiquement pour eux autres d'être là. Ils n'ont peut-être pas la capacité d'avoir des techniciens sur la route pour supporter. Oui, c'est ça. Il faut que tu sois disponible sur place, que tu aies une flotte qui peut répondre dans une demi-heure, ainsi de suite. C'est pas simple. Là. C'est ça, tu as des niveaux de service déjà établis. Pour VA2, oui, tu as tout à fait raison. VA2, le modem de gauche, qui est un modem routeur typique avec la téléphonie, il peut être configuré pour être seulement qu'un modem ou seulement que la partie routeur. Là. Généralement, il peut être configuré comme on veut. La partie en haut à droite que Patrice parle, c'est typiquement un ONU, là, qui est un optical Network Unit, qui est fibre optique Ethernet, merci, bonsoir. C'est sûr que, puis là, je vais dire quelque chose de gros en général, mais tu sais, souvent, le nœud de la guerre de nos jours dans les communications, c'est votre routeur. Puis le routeur, tu sais, on va falloir qu'on en parle à un moment donné, mais dans les routeurs, il y a ce qu'on appelle le fameux sigle AC, là, qui dit, je sais pas, un routeur AC 1300 ou AC 4800 ou AC. C'est sa capacité en mégabits seconde de pouvoir gérer toutes les connexions confondues, câble Ethernet, connexion Wi-Fi. Donc, plus votre chiffre va être élevé, plus votre appareil va pouvoir traiter de données. Donc, il faut, quand vous achetez un routeur ou quand vous appelez un fournisseur, il faut connaître ce chiffre-là, mais il faut, au-delà de ça, il faut connaître vos besoins. Est-ce que j'ai des caméras? Est-ce que j'ai des jeunes qui écoutent beaucoup de Netflix? C'est quoi mes besoins en termes de communication? Parce que c'est sûr que si vous avez 3 enfants, votre femme puis vous, que vous avez 2-3 caméras de surveillance à la maison, que vous avez des consommateurs invétérés de Netflix, vous êtes 3-4 par soir à écouter de Netflix avec un gamer, ben un routeur AC 1200, vous allez vous arracher les cheveux de sa tête parce qu'il ne suivra pas, il va geler tout le temps, il n'y aura pas assez de mémoire RAM. Et là, vous allez maudire votre fournisseur en disant que votre fournisseur est donc pas bon à vous fournir le service, alors qu'en réalité, c'est l'unité in the middle, comme tu parlais tantôt, qui est absolument pas adaptée à tes besoins, puis qui peut pas faire la job. Donc, c'est pas parce que 80% des gens y trouvent son compte que dans votre cas, ça va être valable. Fait que c'est des choses qu'il faut magasiner, puis qu'il faut penser. Puis des fois, le choix qui va s'afficher pour vous, ça va être de vous acheter un monstre, un routeur qui va être beaucoup plus fort pour répondre à vos besoins versus prendre ce qui est fourni avec votre fournisseur. Faut que je te raconte mon anecdote. Je t'en avais parlé brièvement, mais je pense que les auditeurs n'en ont pas eu vent. Il y a à peu près un mois, j'ai commandé un routeur. J'avais un Meraki, un MX64, qui était limité à 250 mégabits de débit. Et je décide de m'acheter le MX68 qui est à 600 mégabits. Donc, je me dis, bon, c'est temps que je passe à l'autre étape. Je suis 600 ou 400, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est beaucoup plus que le 250.
Et j'ai une connexion Internet qui est à 400. Donc, je me dis, Il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème, là, je vais être capable d'avoir le maximum de ma connexion. Donc, je commande mon équipement. Quand je le reçois, ben, je m'assure dans mon cas, c'est Vidéotron à faire, de faire le switch là, pour être sûr que tout va être correct parce que je change mon routeur puis je vais être sûr que le modem à l'autre bout, tout est correct. Ils viennent, ils font les changements. Et là, je check et ça plafonne à 200 mégabits. Et là, je m'arrache les cheveux. Je me dis, ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux dire, j'ai un routeur qui est dernière génération. Comment ça, je ne suis pas capable d'aller plus qu'à 200, 210 sur mon test? Finalement, ça reste comme ça. Et j'appelle Meraki. Avec Meraki, le support est inclus quand tu renouvelles ta licence, sinon l'appareil ne fonctionne pas. Et là, on commence à vérifier ensemble les paramètres. Puis on ne trouve rien, puis on ne trouve rien. Puis à un moment donné, le technicien y allume. Non, mon speed test, faites-en pas, il était fait en filaire directement dessus. Je le faisais, il était directement branché. Là, ça. Évidemment, on ne veut pas faire un speed test en filaire, en Wi-Fi. Finalement, le technicien s'aperçoit qu'il y a un paramètre dans la configuration du routeur et probablement qu'à cause que je passais d'un 250 mégabits à un 450 mégabits, là, c'est comme si le paramètre s'est dit, ben moi, je vais me mettre à 250, ton ancien routeur est à 250. Il y a certains routeurs qui vont s'ajuster en fonction, ils vont s'ajuster en fonction de ce que le modem fournit au départ. Oui, mais c'était pas le modem, c'était l'ancien routeur. Moi, j'ai copié une configuration. Dans le cloud, il s'est dit, OK, tu passes de ça à ça, mais il me l'a capé comme à 250. Là, j'avais juste à slider à maximum, puis là, boum, là, je tombais au maximum de la puissance que je pouvais avoir. Là, je tombais à 390, même un peu plus à 400, à 405, parce que le fournisseur, souvent, il t'en donne tout le temps un petit peu plus pour être sûr que tu as ton 400. Donc, tout ça pour dire que c'était juste un petit paramètre. Le routeur fonctionnait bien, il était neuf, il n'y avait pas d'enjeu là. C'était vraiment un paramètre pas facile à trouver qui limitait la capacité du routeur. Donc, tout ça pour dire que oui, comme tu dis, faut connaître nos besoins, il faut faire les achats d'équipement en conséquence. Oui, des fois, c'est cher, des routeurs. Dans mon cas, bon, je suis chanceux, je suis un revendeur-distributeur, donc je l'ai à beaucoup moins cher, mais on parle d'équipement de type entreprise. 400 pièces, c'est un prix de base pour un routeur qui commence à être de qualité. C'est ça. Moi, dans mon cas, c'est plus des routeurs qui valent dans les 2000 là, que j'ai à un prix beaucoup plus bas. Mais bon, ça me permet de le gérer à distance, ça me permet de pouvoir tester pour des clients. Donc, c'est un peu ça le but. Tout ça pour dire que la partie routeur, la partie Wi-Fi est souvent la partie qu'on néglige en fonction des besoins. Puis on a de la misère à gager c'est quoi mon vrai besoin. L'idée, c'est de voir un peu l'utilisation qu'on fait depuis un certain temps, puis d'essayer de projeter sur qu'est-ce qui s'en vient et comment on va se comporter par rapport à l'utilisation de cette technologie-là. Parce que c'est sûr que quand on passe d'un 60 mégabits ou d'un 30 mégabits à un 100 ou 200, ça se peut qu'on l'utilise plus. Là. Hein? Ça se peut qu'on se dise, oh, c'est le fun, c'est rapide. Fait que, ça peut aussi avoir un effet sur l'utilisation de tout le monde de ce côté-là. Là. L'autre chose aussi qu'il ne faut pas, que j'ai déjà parlé, qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout au niveau Wi-Fi, là, tu me fais penser à VA2, XGM, qu'on peut avoir de l'interférence sur nos réseaux. Oui, on a des et c'est voisins. le problème majeur de 2020. C'est fou, hein? Les gens ne voix. comprennent pas ça. Non, ils ne comprennent pas. Puis en partie avec raison dans la mesure où même si les routeurs sont assez intelligents des fois pour dire je vais aller chercher le bon canot, il y en a d'autres que non, sont barrés sur des canaux. Puis il faut vraiment que tu les forces à utiliser un autre canal. C'est plus problématique que ça, Patrice, parce que ça, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé parce que j'en parle tellement souvent. C'est que il y a plusieurs générations de Wi-Fi, puis jusqu'au Wi-Fi AC, qui est le Wi-Fi de 5e génération, 1, 2, 3, 4, 5, chaque routeur ou équipement ne peut pas parler sur un même canal en même temps. Donc, si mon téléphone cellulaire est branché au routeur à Patrice et que pour une raison XYZ, je suis sur le canal 32 ou 54 en Wi-Fi 5 GHz, ben, si le voisin a un routeur qui est aussi sur le canal 54,
ben, si mon cellulaire parle en même temps qu'une transmission du routeur du voisin ou d'un des appareils du voisin, il y a ce qu'on appelle une collision. Et les deux routeurs doivent répéter Le message, refaire oui. à nouveau le message. Et là, Ouais. ça crée de l'interférence. Et par chance, ceux qui ne savent pas, les nouveaux Wi-Fi, qu'on appelle les Wi-Fi de 6e génération, qui sont représentés par la lettre AX, amènent une nouveauté dans la possibilité de déclarer le SSID, donc c'est-à-dire le nom de votre réseau Wi-Fi, une couleur. Il y a 64 couleurs disponibles et chaque routeur, au moment de redémarrer ou de partir, va se négocier une couleur. Donc, mon routeur de Patrice, il est bleu, puis le routeur de Patricia, il est jaune. Et donc, même si on est toutes les deux sur le canal 54, comme nous n'avons pas la même couleur, via un algorithme, on est capable d'ignorer les conversations qui nous environnent. Ce qui fait que si vous avez des équipements qui sont fonctionnels en AX actuellement, donc la plupart des téléphones Android au-dessus de 10, les téléphones Apple au-dessus de 11 fonctionnent avec du Wi-Fi AX, vous allez avoir une stabilité de Wi-Fi qui est juste wow! Moi, je fais des tests de vue. Tu sais, quand on se dit, VA2 dit, on fait pas de tests de vitesse en Wi-Fi, là, mais sur du AX, là, moi, j'ai du gigabit, là, ben, je fais des tests de vitesse à 700, 800 mégabits seconde, à 15 millisecondes de lag. T'as pas ça en Wi-Fi d'habitude. Non, non, Puis effectivement. c'est complètement fou, là. On a un autre commentaire Mm. de XGN. Le problème, c'est la gestion de puissance. Dans 95%, c'est la puissance minimum suffisante pour au moins. Oui, d'accord, les puissances minimum seraient suffisantes. Tu as raison aussi que certains routeurs qui vont splasher beaucoup VR2 et qui ça va causer problème. Et aussi, un autre détail, c'est pour ceux qui ne savent pas, dans les fréquences 5 GHz, ils ne sont pas tous à la même puissance. Tu as les premiers canaux unis, là, avant les unis, qui sont à 200 milliwatts. Puis tu as la dernière bande du 5 GHz qui est à 1000 milliwatts, 1 watt. Et entre les deux, tu as du 250 pour pas nuire au radar météo. Tout ça, c'est des affaires que VR2 est au courant, là. Puis, ben, des fois, la puissance minimum, tout dépendant évidemment de la grandeur de votre maison, mais tu sais, si vous êtes bien placé, que vous avez des pods ou des relais à des bons endroits, que vous ne splashez pas et que vous êtes entouré de beaucoup de voisins, vous allez avoir une stabilité de Wi-Fi qui va être beaucoup supérieure. Donc, pour revenir à ton point de Starlink tantôt, là, pour juste faire un Oui. lien, ce que le gouvernement a prévu pour les personnes comme moi ou d'autres qui n'ont pas encore accès à de l'Internet haute vitesse parce que les projets sont en cours, parce que ça va prendre encore un certain temps, bien, c'est Starlink qui est l'heureux élu pour offrir à ces personnes-là de l'équipement gratuit et un forfait qui est subventionné pour avoir un prix raisonnable par mois jusqu'à ce que la disponibilité de l'Internet haute vitesse câblé, soit par fibre optique ou autre, soit disponible dans notre région. Donc, Starlink est le fournisseur attitré au gouvernement du Québec. Il faut faire autoriser notre demande, évidemment, avant de recevoir l'équipement gratuitement. Dans mon cas, j'ai décidé de ne pas aller de l'avant parce que l'enjeu de mettre une soucoupe, bon, oui, il y a beaucoup d'arbres dans mon coin, mais c'est pas juste ça, c'est Le déneigeage et le tout le truc. déneigement. Ouais, on s'entend. C'est pas évident. Puis de le placer dans un endroit plus ou moins stratégique, juste pour la durée d'attente d'avoir de la fibre, je me dis, c'est du trouble en temps, tout passer le câble, puis tout pour après ça, tout le défaire pour refaire l'autre. Je me suis dit, bon, on va vivre avec ma bonne vieille antenne LTE qui me donne du 1,5 mégabits, là. Puis on va vivre avec jusqu'à temps qu'on ait vraiment la haute vitesse. Donc, vous comprendrez que Patrice ne fera pas d'émission à Stream. partir de son chalet. C'est sûr, ça, c'est fou, là. Ça drop tellement, là. Puis encore là, ça drop aussi avec les éléments. Des fois, quand il pleut ou il neige, oublie ça, ça marche pas. Là, il n'y a plus de feuilles, Oui. ça peut-être moins pire, mais quand les Oui, feuilles ça, sont... c'est une autre affaire que les gens ne comprennent pas, hein. La couverture Wi-Fi, LTE, 3G, 4G change en fonction des saisons. Les gens ne comprennent pas ça. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui vont rester dans des secteurs qui sont un peu limite côté réception cellulaire. Puis là, ils se disent,
Ah, mon Dieu, ça pogne super bien l'hiver. Ben oui. L'hiver, la Pas de feuilles. propagation n'est pas la même. Puis, il n'y a pas de feuilles, il y a moins de couverts. Donc, ça bloque moins les ondes. Sauf C'est qu'avec sûr. une tempête, les Oui. conifères ramassent la neige, ça fait des gros écrans. Puis là, ben, tu te dis, comment ça, Ouais. aujourd'hui, ça marche pas? C'est sûr, les arbres sont gorgés de neige, là. Oui, Chubb Mark, il dit les planchers chauffants quand ça part. Excellent point. Le gars, il a une super maison. Il s'installe des planchers chauffants en céramique sur le premier étage. C'est sur la coche. Mais ce que tout le monde ne savent peut-être pas, c'est qu'un plancher chauffant, c'est un grillage d'éléments électriques. Donc, quand c'est fermé, ça ne fait pas grand-chose. Pendant l'été, là, l'Internet, il va bien. Le Wi-Fi, il rentre sa coche. À la seconde que le chauffage part dans la maison à l'automne, là, tu te retrouves avec un système électromagnétique qui cache tout ton Wi-Fi. Fait que là, t'as un paquet de monde qui appelle après ça le fournisseur. Ben ouais, ça marche plus. Ben ouais, câlisse. As-tu des planchers Tu t'es mis, chauffants? tu t'es mis une cage de Faraday dans le salon. Là, c'est sûr que ça marche pas. Effectivement. C'est ça. Puis c'est ça la difficulté souvent du support, c'est qu'à distance, on n'a pas le contexte. On pose des questions. Des fois, on ne nous donne pas toutes les réponses. Hein? Puis là, il faut essayer de dire la probabilité que ce que tu me dis est vrai est peut-être faible, fait que c'est peut-être d'autres choses. Donc, sans vouloir dire aux clients, regarde, parce qu'ils connaissent tout ça. Hein, souvent, il y en a qui connaissent ça. Ah oui, oui, écoute, c'est tout le temps des premiers de classe ingénieurs. Là, tu leur Effectivement. poses deux questions. Qu'est-ce que tu as fait? Branchez ça de même. Là. OK, ouais, non. Il ne sait pas de quoi il parle. C'est bon. Next. Fait penser, tu sais, des clients que j'ai vus passer dans ma carrière, des gens qui vivent dans les pires, les tops, genre, ouais, mais on veut bien, mais ça marchera pas. Là. Il y a des gens qui vivent dans le parc olympique. Et pour ceux qui ne savent pas, les habitations olympiques, c'est des murs en ciment. Ah Fait qu'il oui, n'y a pas de gibroc, là. Non, non, non. Toutes les pièces, c'est en ciment. Le gars qui a fait ça, il a eu une brillante idée. Ça ne bougera pas pour 200 ans, effectivement. Mais le Wi-Fi ne passe pas du salon en cuisine. Fait que, ces gens-là sont obligés d'y aller avec des options commerciales qui sont, excusez-moi le terme, mais qui sont pas offertes par Bell, qui sont pas offertes par Vidéotron, qui sont pas offertes par personne, Mais non. parce qu'il n'y en a pas de gens qui ont des murs en ciment, à part des vieilles, très vieilles maisons avec des crépis métalliques grillagés avec du plâtre. Il y a peu de gens qui ont ces problèmes-là, donc il faut qu'ils aillent pour des options un peu plus complexes. C'est ça, les clients voient tout le monde, pas lien, qui pense impossible que cela soit le problème. Ouais, exact. Excusez-moi, je me suis étouffé avec Puis je peux-tu te dire quelque chose, Patrice? Vas-y, vas-y. Parce que ça, c'est une frustration que j'ai à tous les jours. Là. L'excuse du client. Ouais, mais ça marchait avant. Ouais. OK, mais ma putain de grand-mère a marché avant d'arrêter aussi. Hein? Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tout marche avant d'arrêter. Fait que sortez-moi pas cette excuse-là, ça sert à rien. C'est inutile. Il y a Je quelque peux chose qui a sortir. changé. Il y a quelque chose qui a Oui, changé. tu Ça n'es peut pas être nécessairement l'équipement, mais c'est. responsable. Ça peut être Ouais. n'importe quoi. Ça peut être l'humidité dans la maison. Tu peux acheter un ordi neuf, tu l'ouvres, tu l'allumes, pouf, il vient de sauter. Là. Je veux dire, arrêtez de ouais, mais ça marchait avant. Non. C'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui que là, tout d'un coup, le vent a changé de bord puis ton non, c'est plus compliqué que ça. C'est ça. Puis de trouver des problèmes informatiques, puis ça amène un autre sujet bien intéressant. De trouver des problèmes informatiques, c'est pas donné à Faut tout le qu'on parle monde. de ça, Patrice, dans le futur. La C'est pas façon de donné. diagnostiquer des problèmes. Tu sais, moi, la première question, un de mes premiers emplois, là, je travaillais chez Club Biz, l'ancêtre des bureaux, en gros, qui était financé par M. Lotmer et Steinberg, les dirigeants de Steinberg dans le temps, là, les épiceries dans les années 70 et 80. Et j'étais. Je travaillais dans le département informatique, puis je faisais aussi du support, puis je recevais des appels des magasins. Puis là, ils me disaient l'ordinateur à réception de marchandises ne fonctionne pas, l'écran n'est pas allumé. OK. Bon, première question, il est-tu branché dans le mur en arrière? C'était niaiseux, là, mais c'est comme ah non, il n'est pas Non, branché. non. OK, c'est beau. Bon, on va commencer là. Puis, oh, OK, le problème est réglé. Des fois, c'était plus compliqué que ça. Des fois, c'était on faisait il y avait la technique du 3 pouces. Là. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé celle-là. Là. Moi, je leur disais, prenez l'ordinateur, là, vous le levez de 3 pouces, puis tu le laisses tomber. Puis à un moment donné, pouf, oh, ça brassait un peu les affaires, puis ça réglait le problème.
Non, non, ça a été abandonné à mon époque, ce Ouais. bout-là. Mais disons que les ordinateurs étaient plus solides, ils n'étaient pas en plastique, ils étaient plus avec des Ouais, caissons de ouais, ouais. métal, puis il y avait des pattes, là. Quand le client laissait tomber son téléphone en terre qu'il vient de payer 2000$. Ouais, ça, c'est Oups. un autre. Ouais, on n'est plus dans la même gamme de prix, là. Non, 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 non. On est... Mais non, il faudrait faire une émission sur le service à la clientèle. L'époque, Puis... l'époque du coup de poing a changé. Oh, ouais, mais non, c'est effectivement, on reviendra sur ce sujet-là parce C'est qu'on a clair. beaucoup, j'en ai beaucoup à compter. Moi, j'ai tellement de choses que j'ai vécues là, dans ces années-là. Des fois, tu te dis, je ne verrai jamais ça. Non, non, tu le vois, là, ça arrive. Puis, ça... J'en ai vu des affaires. Je t'en compte une avant qu'on finisse, puisqu'on est sur le bord de finir. Là. Oh, oui. Mais un client qui appelle, puis écoute, c'est compliqué. Là, il est âgé, il communique pas super bien, puis il essaie de dire qu'est-ce qui se passe, puis on essaie de lui faire redémarrer son appareil. Puis, tu sais, ben, redémarrer un appareil, c'est pas compliqué, enlève-y le courant. Puis, tu sais, dans le domaine informatique, technique et électronique, c'est pas compliqué, là. 90% des problèmes, c'est l'alimentation. Tu sais, je veux dire, Oh, oui. tu enlèves les batteries, l'électricité, name it, ce qui donne du courant, tu le rebootes, puis tu as réglé presque toujours une problématique. Puis, écoute, c'est compliqué, il redémarre, puis ça marche pas, puis nous, on voit pas l'appareil redémarrer, fait qu'on dit que il n'est pas sur la bonne machine, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, tu sais, là, on se parle entre nous autres, puis essaie de comprendre. Puis, il finit par nous décrire qu'il est devant un appareil qui est marqué Panasonic. Tu dis, ah, OK, c'est une TV, ça se peut, tu sais, une Panasonic. Mais c'est pas ce qu'on veut qu'il redémarre, mais tu sais, il est pas loin de ce qu'on cherche. Puis là, elle dit, qu'est-ce que vous voyez? Ben, je vois des pitons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Enter, puis ça clignote 12, 2.00. Le monsieur est en train de redémarrer son micro-ondes. Ouais, ouais. Il y avait un problème de Wi-Fi, c'est ça? Ouais, fait que tu comprends qu'on lui a suggéré de nous rappeler avec quelqu'un avec lui. Oui, oui, pour être sûr. Oui, oui, parce qu'on perd du temps à ce moment-là là, à essayer Non, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Fait que ça va conclure notre diffusion d'aujourd'hui. Juste vous dire, pour ceux qui sont à l'écoute, c'est propulsé par eCam Live. J'utilise eCam comme logiciel sur le Mac. Si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir sur le lien que je vous ai mis. C'est une solution 100% Mac qui roule sur du M1 Max, très puissant. Même la conférence avec Patricia se fait via eCam. Donc, ceux qui s'intéressent, allez voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. On pourra en jaser. Et l'essai, il est gratuit.